Bienvenue à tous pour cette 8e édition déjà des Engage Calls. Nous aurons le plaisir d'accueillir, ou nous avons le plaisir d'accueillir Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France. On y reviendra après. Bienvenue Karine. Que dire sur les Engage Calls? Que c'est un temps qu'on se donne une fois par semaine pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et surtout commencer à envisager différemment la façon dont on pourrait vivre aujourd'hui et peut-être envisager demain concrètement, puisque vous savez qu'il y a d'abord un temps d'échange avec un invité, un temps de dialogue de tous les internautes avec lui, et puis un temps d'intelligence collective pour ceux qui veulent essayer de fouiller le sujet et de, pourquoi pas, trouver des idées intéressantes, des pistes d'action à développer. Quoi vous dire que simplement la semaine prochaine, il n'y aura pas d'Engage Calls, puisqu'à partir de juin, nous lançons des séries qui vont durer 3 temps. D'abord, au mois de juin, sur un sujet en lien avec l'économie et les entreprises, savoir comment on peut inventer un autre système économique et d'autres entreprises, une autre façon de concevoir les entreprises. Ça sera au mois de juin, on aura 3 rendez-vous. Et puis ensuite, au mois de juillet, on aura une nouvelle série, une nouvelle saison, cette fois autour de la façon dont nous pouvons peut-être nous, individuellement, nous réinventer. On travaillera sur des questions d'éducation, de transmission, d'émancipation individuelle et collective pendant 3 temps. Et puis, toutes les idées qui naîtront d'intelligence collective, eh ben, se retrouveront sur une plateforme qui naîtra la prochaine fois, qu'on développe avec Civocratie, et sur laquelle on pourra continuer le dialogue et l'enrichissement des idées. Alors, comme d'habitude, première demi-heure, je vais avoir le plaisir et l'honneur de discuter avec Karine. Et puis, dans la deuxième demi-heure, eh bien, nous aurons, en quelque sorte, nous ouvrirons les micros pour que vous puissiez poser en direct vos questions. Donc, c'est très simple. Vous pouvez commencer à les poser dans le chat pendant que je parle, pendant qu'on discute avec Karine. Et puis ensuite, eh bien, vous pourrez les poser directement en levant la main. Pareil, il y a un petit endroit pour le faire. C'est très simple sur Zoom. Voilà, j'ai fini l'introduction et je suis ravi de t'accueillir, Karine, chère Karine Jacquemart. Tu es on va dire une spécialiste du plaidoyer, beaucoup de l'action de terrain. Tu as travaillé pour Action contre la faim, pour Greenpeace, notamment en Afrique. Aujourd'hui, tu diriges Foodwatch en France. Bienvenue, parce que le sujet qu'on va aborder est au cœur de ce que l'on fait, ce que tu fais avec Foodwatch, bien sûr, mais aussi de ce que l'on fait avec Engage. Première question, pour être simple, qui es-tu, que fais-tu, quel est ton métier concrètement, qu'on le prenne mieux, qu'on le comprenne mieux, et du coup celui de Foodwatch. Bonjour à tous, merci de cette invitation, Jérôme. Alors, qui je suis et qui est Foodwatch, du coup, plus qu'un métier, moi, c'est un engagement que j'ai depuis à peu près une vingtaine d'années, où j'ai choisi de lutter contre les inégalités, quoi, pour plus de justice sociale, environnementale. Alors humblement, mais tout simplement, moi, je ne peux pas me résoudre à accepter l'inacceptable, et il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond dans ce monde. Je sais que la communauté Engage, je n'ai pas besoin de la convaincre. Et plutôt que d'être fataliste, ma façon d'y répondre, c'est d'essayer d'être dans l'action pour faire changer les choses de façon constructive. Parfois dans la confrontation, c'est ce qu'on fait aussi avec Foodwatch. Donc effectivement, après avoir bossé dans l'humanitaire pendant des années, j'ai eu envie d'être un peu plus en amont, c'est-à-dire essayer d'agir sur les politiques, sur les pratiques qui font qu'on en arrive à ces situations de crise, pour essayer de les prévenir, de changer les choses un petit peu avant. Et Foodwatch, du coup, c'est une association en France, mais aussi en Europe. Et on milite pour une alimentation plus saine pour tous. Donc, ça couvre beaucoup de sujets. Mais du coup, Mm. est-ce que tu m'as demandé concrètement? Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on enquête, on révèle des scandales, des vérités, des pratiques qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général et ne respectent pas, par exemple, la santé publique. On confronte de façon non violente, mais on confronte pour faire changer les choses. On pointe du doigt les responsables, à la fois dans l'industrie agroalimentaire, parfois aussi l'industrie des pesticides, on en reparlera, mais aussi les responsables politiques au niveau national et européen, toujours pour faire changer les choses et pour les obliger à rendre des comptes et pour les obliger à prendre des décisions dans l'intérêt général, parce que malheureusement, il faut pousser pied à pied pour arriver à ça. Par exemple, aujourd'hui, dans notre alimentation, alors qu'on est en Europe en 2020 et qu'on devrait avoir une alimentation saine parce que c'est tout à fait possible, au lieu de ça,
On a affaire à beaucoup de problèmes de malbouffe, de surpoids, d'obésité et des produits transformés qui ont beaucoup d'additifs, dont certains sont dangereux pour la santé. Ça devrait être une évidence qu'ils soient interdits. Ce serait même une obligation réglementaire, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on est en contre-pouvoir citoyen, un lanceur d'alerte pour attirer l'attention sur ces sujets-là et dire, mais en fait, ce n'est pas normal. Il faut que quand on achète un produit alimentaire, on n'ait pas besoin de se poser la question de s'il est dangereux ou non. Donc, il faut supprimer par exemple, les additifs à base de nitrite et de nitrate. On a une pétition en France pour ça. Il faut supprimer d'autres additifs, mais aussi des dérivés de pétrole dont très peu de gens savent qu'on les trouve dans l'alimentation. Foodwatch, on a fait des tests sur des laits pour bébés en novembre l'année dernière. Ouais. On a montré que des produits les contenaient. Donc voilà, donc on se bat pour que l'évidence de l'accès pour tous à une alimentation saine devienne la réalité, ce qui devrait être normal, mais malheureusement ne l'est pas. Ce qui est intéressant, je trouve, dans Foodwatch, c'est que vous mêlez à la fois une étude scientifique qui est préalable à toute action. Vous utilisez finalement le lobbying citoyen par différents mouvements, dont des pétitions, et qu'ensuite vous poursuivez pour aller taper à la porte des décideurs et leur dire, voilà, scientifiquement c'est vérifié, les citoyens veulent ça, agissez. C'est pour ça que, tout à fait, c'est pour ça que le contre-pouvoir citoyen que l'on est, et le poids qu'on représente aujourd'hui, il est reconnu, d'après en tout cas tout ce qu'on entend, même de l'industrie et des responsables politiques, parce que tout ce qu'on demande est fondé. C'est fondé sur des faits, c'est fondé sur des éléments scientifiques et c'est fondé sur les réglementations qu'on connaît très bien, qui sont insuffisamment appliquées. Donc, en fait, tout ce qu'on réclame au nom des citoyens est légitime. Parce que soit c'est une réglementation pas suffisamment appliquée, soit c'est un trou dans la raquette des réglementations, mais quoi qu'il en soit, on ne fait que défendre les droits fondamentaux des gens, aussi une alimentation qui ne nuit pas à la planète, et la santé publique. C'est-à-dire que là, on est quand même face à cette pandémie, bien sûr, et avec une pensée pour toutes les personnes affectées directement, mais cette pandémie dont on parle beaucoup et qui est bien sûr dramatique, elle cache quand même d'autres épidémies beaucoup plus invisibles, et tout autant graves et qui en plus ont été des facteurs aggravants, on l'a vu, quand une pandémie comme le Covid-19 nous arrive dessus. Et ces épidémies… Comorbidité, la célèbre comorbidité. Le surpoids, l'obésité, les maladies chroniques et tout ça. Et effectivement, on lance l'alerte de façon documentée, mais c'est vrai qu'on ne fait pas que la lancer, quoi. Derrière, on agit, on ne va pas lâcher jusqu'à ce que les pratiques changent et les droits des gens soient protégés. Pour être des acteurs de la transformation. Alors, entrons justement vraiment dans le vif du sujet, ce qui d'ailleurs, c'est une discussion entre nous, on s'est dit, tiens, il faudrait faire un engage call là-dessus. On avait parlé de la théorie du choc développée par Naomi Klein. Qu'est-ce que c'est? Alors, il y en a qui parlent un peu de complot, etc. Je ne crois pas, moi, personnellement, mais c'est quoi la théorie du choc de Naomi Klein? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui nous raconte quelle histoire. Donc, la stratégie du choc, qui est un bouquin qui a été écrit et publié par Naomi Klein en 2007, je crois. Naomi Klein, il faut savoir que c'est une journaliste d'investigation. Donc, ce n'est pas une romancière, c'est certainement pas une complotiste. Et justement, ce qui est intéressant dans son bouquin, qui est très épais, et il y en a eu aussi un petit documentaire filmé, c'est qu'elle raconte de façon chronologique et documentée, depuis la chute de Salvador Allende, donc le coup d'État de Pinochet au Salvador en 1973, jusqu'au moment où elle publie, on est sur la guerre en Irak. Elle raconte historiquement, dans plein de situations, comment les lobbies défendant l'ultralibéralisme, ça fait longtemps que je n'appelle plus le néolibéralisme néo, parce que ça fait 50 ans maintenant qu'ils nous en mettent plein la vue. Et donc, comment justement, en 40-50 ans, Milton Friedman, le créateur de l'ultralibéralisme, et ses Chicago Boys, ont fait des émules, y compris chez Reagan, chez Thatcher, etc., dans les années 80 et après, pour profiter des crises, qu'elles soient politiques, un coup d'État, qu'elles soient naturelles, la catastrophe naturelle Katrina par exemple, pour du coup faire passer au forcing des réformes qui ne seraient pas du tout passées en temps normal, ou au contraire, on va le voir aujourd'hui pendant la crise Corona, pour bloquer. Un exemple, elle explique très bien comment, juste suite à Katrina, qui était ce cyclone donc en Floride, voilà, aux États-Unis, elle explique très bien comment les tenants de l'ultralibéralisme voulaient depuis très longtemps privatiser, par exemple, le système scolaire, c'est-à-dire faire une poussée de privatisation des écoles, qu'ils n'avaient pas réussi à faire. Et là, ils ont profité de la dévastation de la zone par Katrina pour effectivement privatiser les écoles derrière. Et elle cite des responsables, y compris des responsables des Chicago Boys, y compris Milton Friedman lui-même,
qui voient en fait dans la crise de Katrina une opportunité. C'est ça. Ok. Et tu trouves du coup qu'aujourd'hui, cette théorie du choc est valable et pertinente? Pourquoi? Elle est pertinente parce qu'en fait, ça donne une opportunité pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, on est nombreux aujourd'hui dans la société civile à se dire, bon, puisqu'il y a choc, puisqu'il y a crise, il doit y avoir prise de conscience, on doit en profiter pour changer de système. Donc nous-mêmes, on voit bien que quand il y a un choc, les lignes bougent et on peut en faire quelque chose. Et on est un certain nombre à vouloir en faire quelque chose de mieux dans l'intérêt général. C'est la conclusion vers laquelle on va arriver. Mais ne soyons pas naïfs, on n'est pas les seuls à vouloir profiter de ça. Nous ne sommes pas des naïfs, Karine, certainement. Je trouve que ce qui est très intéressant dans la stratégie du choc de Naomi Klein, c'est pas de devenir paranoïaque et de se dire en permanence mais qui a créé ça ou je sais pas quoi. L'idée, c'est pas d'être ni paranoïaque ni complotiste. L'idée, c'est de se dire ne soyons pas naïfs et connaissant certaines des tactiques déjà utilisées par les lobbies qui défendent les intérêts privés, soyons particulièrement vigilants parce qu'il y a fort à parier qu'ils vont aussi vouloir profiter de cette crise pour bloquer des réglementations ou faire passer des choses. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe complètement. Il y a trois pratiques principales qu'on identifie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis, je disais, ces 40-50 dernières années, cet ultralibéralisme? Ce n'est pas un dogme, moi je m'en fiche, est-ce que je suis pour ou contre? Ça m'est égal. La raison pour laquelle je le dénonce aujourd'hui, c'est parce qu'il y a en revanche une ligne rouge que j'estime qu'il ne faut pas franchir, c'est la ligne de l'intérêt général. Or, cet ultralibéralisme a démantelé la puissance publique depuis quelques décennies. Toute la stratégie et toute la politique, il ne s'en cache pas, c'est d'affaiblir le rôle de l'État pour laisser un maximum de liberté et de laisser faire pour les entreprises. Et donc, s'engouffrent là-dedans toutes les multinationales et les lobbies qui veulent défendre leurs intérêts privés. Clarification, ce n'est pas grave de défendre ses intérêts privés. On ne demande pas aux entreprises d'être philanthropiques. C'est pas en opposition avec l'intérêt général. Exactement, à condition que ça ne morde pas. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'en fait, il y a une capture du politique par le privé, de plein de façons. Et qu'est-ce qu'ils font vis-à-vis des réglementations publiques qui devraient protéger les citoyens et la santé, par exemple? Soit ils les contestent, soit ils les bloquent, soit ils les contournent. Et regardons des exemples concrets. Comment ils contestent? Un exemple. En Europe, il se trouve qu'il y a un certain nombre de pesticides qui sont interdits d'usage parce qu'ils ont été identifiés comme trop dangereux pour la santé ou l'environnement. Mais il y a une aberration, c'est que ces pesticides, leur production et leur exportation est toujours autorisée dans d'autres pays. Et en plus, ils nous reviennent à travers du coup, des produits alimentaires importés de ces pays. Donc c'est aberrant. Du coup, on demande à ce que ce soit interdit en Europe. La France, dans la loi agriculture-alimentation de 2018, a pris cette mesure. Et donc, la production et l'exportation de ces pesticides interdits en Europe devraient être interdites en France à partir de 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement derrière, les lobbies de défense des pesticides ont cherché à bloquer cela. Et concrètement, en fait, ils ont pris le Conseil d'État et c'est l'UIPP, qui est l'Union industrielle des producteurs de pétrole. C'est comme ça qu'ils appellent les pesticides. Et l'Union française des semenciers. Il se trouve qu'en janvier 2020, donc il y a quelques mois, le Conseil constitutionnel, heureusement, les a déboutés et a reconnu, c'est d'ailleurs historique, que la protection de l'environnement pouvait justifier qu'on aille à l'encontre de la liberté d'entreprendre. Mais c'est juste pour montrer un exemple très concret, très récent, et on soupçonne qu'ils vont continuer à vouloir le bloquer, de à quel point même une décision qui paraît hyper évidente sur des produits qui sont déjà clairement identifiés comme dangereux, ils vont tout faire pour bloquer cette loi parce qu'elle est contre leur intérêt alors qu'elle est de toute évidence contre l'intérêt général. Ensuite, ils peuvent bloquer. Il y a une idéologie aujourd'hui encore dans le monde, enfin en tout cas beaucoup de pays, et malheureusement beaucoup en Europe et même en France, qui veut qu'il ne faut surtout pas mettre de contraintes aux entreprises. Voilà. Donc, on ne va pas rajouter des règles aux entreprises, on va compter sur leur responsabilité. Exemple très concret, il y a 1 enfant sur 6 en France qui est en surpoids ou obèse. L'Organisation mondiale de la santé dit noir sur blanc depuis des années, il y a une mesure assez simple pour protéger un peu mieux la santé des enfants, ce serait d'interdire la publicité et le marketing qui ciblent les enfants pour les produits trop sucrés, trop gras, trop salés. On ne parle pas de toute la publicité, on parle de ça. Eh bien, on l'a proposé depuis 3 ans
dans des projets de loi. Plusieurs députés ont déposé ces amendements. Ça a été bloqué par le gouvernement et la majorité qui continuent à dire, et moi j'ai eu droit dans un rendez-vous au cabinet du Premier ministre et dans les ministères, ils nous disent « Ne vous inquiétez pas, on va demander des engagements volontaires aux entreprises ». Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle l'ultralibéralisme. C'est se dire que même quand il s'agit non seulement de santé publique, mais de santé des enfants, en fait, ils vont chercher les lobbies et certains responsables politiques qui défendent ces intérêts-là, ou par croyance, ils vont chercher à bloquer une réglementation qui serait évidente et utile pour défendre leur propre intérêt. Et enfin, je disais, ils contestent, ils bloquent et ils contournent. Ils contournent même les institutions démocratiques. Et là, je voudrais juste dire un mot des accords de commerce. Ils contournent, ça veut dire que non seulement ils veulent réduire en permanence le rôle de l'État, de la Commission européenne quand on est à l'échelle européenne, parce qu'ils veulent avoir le moins de contraintes possibles sur leurs activités en vue des profits. Mais du coup, comme ça ne suffit pas d'avoir les choses au niveau national, aujourd'hui, ce qui se trame avec la négociation de l'Europe, avec le Canada, les États-Unis, le Brésil, etc., tous ces accords de commerce, le CETA, le TAFTA, le Mercosur, ce qui se trame, c'est de, en plus, négocier au-dessus des lois nationales et européennes, des nationaux, donc de lois internationales, qui, le diable se cache dans le détail, mais pour ceux comme moi et d'autres qui ont lu les 1600 pages du CETA et qui ont travaillé avec des juristes, je peux vous affirmer que dans le contenu de ces accords, il y a en filigrane le fait qu'on ne pourra pas décider en Europe démocratiquement, avec nos institutions démocratiques, de décision, par exemple, d'interdire des pesticides, d'interdire des OGM, de mieux protéger l'environnement, parce qu'on risquera de se faire attaquer par nos partenaires commerciaux et même par des multinationales. C'est comme s'il y avait une loi fêtière, en fait, au-dessus de… Hein, c'est ça. Exactement. Et donc, on se bat tous autant qu'on est pour avoir une meilleure protection de l'environnement, une meilleure protection des citoyens et un monde plus solidaire et où on recrée du lien social. Sauf que du coup, on se bat un peu contre des moulins si on n'arrive pas à stopper cette doctrine-là qui ne veut pas mettre de contraintes aux entreprises, ces accords-là qui vont nous bloquer si on les laisse passer. Alors, il semble quand même… On se connaît bien, on essaie d'être positif, on essaie de garder notre motivation en regardant aussi ce qui va mieux, ce qui progresse, pas toujours être dans la dénonciation. Mais du coup, moi, il me semble quand même que, allez, je te provoque un peu, les choses évoluent dans le bon sens en ce moment. En fait, oui et non. Alors moi, je suis une éternelle optimiste et bien sûr qu'il faut de l'espoir, mais surtout, il faut qu'on continue à se remonter les manches. Les choses évoluent parce qu'il y a une prise de conscience. Moi, je vois aussi avec intérêt que certaines entreprises comprennent que peut-être même économiquement, elles vont avoir intérêt à faire un peu plus attention à l'environnement et la planète et à certains consommateurs, tant mieux. Mais c'est trop lent, si tu veux. C'est-à-dire que moi, l'appel que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de dire, bien sûr qu'on peut bien sûr qu'on peut changer les choses. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. C'est pour ça que des contre-pouvoirs comme Foodwatch, il y en a d'autres. Mais nous avons aujourd'hui plus de 255 000 personnes qui suivent, et plus on est nombreux, plus on pèse, et on peut faire tout ça. Mais il y a quand même deux notions. La première, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Sur l'additif E171, par exemple, c'est aussi une des rares mesures qui a été… Juste qu'on utilise dans quoi cet additif, s'il te plaît? L'additif E171, oui, merci de me rappeler à l'ordre. Ça s'appelle le dioxyde de titane, c'est le E171, et en fait, c'est un nanomatériau. Donc, on l'utilise dans l'alimentation pour blanchir. Voilà. Et ce qui est flagrant avec cet additif, c'est que, du coup, dans la balance, il sert à pas grand-chose, parce qu'il sert que à blanchir, donc il n'est absolument pas indispensable. Et le niveau de risque pour la santé, parce que c'est un matériau, a été identifié comme assez élevé. Tant et si bien qu'après un certain nombre de débats, finalement, la mesure a été adoptée dans la loi agriculture-alimentation de 2018 de suspendre cet additif dans les produits alimentaires. Et plein d'entreprises ont décidé d'arrêter de l'utiliser. Là, on pouvait se dire, bah super, déjà c'est ça. Premier problème, il y a 338 additifs autorisés en Europe, dont un certain nombre dangereux pour la santé. Comment ça se fait qu'on doive se battre en les prenant un par un pour les faire interdire? Ça devrait être une évidence. Mais bon, c'est comme ça, donc on se bat. Deuxième problème, une fois que ça a été adopté dans la loi, il a fallu qu'on se batte avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui à l'époque n'était pas très motivé. Et puis finalement, il l'a adopté en France. Et on va dire qu'il change un peu. Et maintenant, on est en train de pousser au niveau européen pour que ce soit adopté au niveau européen. Ce que je veux dire, c'est que oui, je suis optimiste parce que je pense qu'on peut faire changer les choses. Mais ça veut dire que, un, il ne faut jamais lâcher. Il faut, deux,
Deux, il faut vraiment qu'on fasse corps. Quand je dis contre-pouvoir citoyen, c'est bien à l'échelle de Foodwatch, mais il faut qu'on fasse corps tous. C'est-à-dire dans la société civile, qu'on trouve le moyen de se coordonner, d'être encore plus puissant. On le fait sur certaines campagnes, sur certaines Ouais, problématiques, mais il faut qu'on arrive à élargir, parce que là, face au rouleau compresseur qui continue des lobbies, des accords de on est commerce, dispersé. on ne fait pas le poids et on est dispersé. Justement, je voulais venir à la partie, non pas solution, mais idée pour contrebalancer. Parce que finalement, comment on peut mettre cette stratégie du choc, c'est la question sous-jacente à toute notre discussion et celle d'après, au service de l'intérêt général. Et après, et pas avant ça plutôt, je voudrais que c'est difficile, mais que tu essaies de définir quand même ce qu'est l'intérêt général. Ça rejoint une question qu'a posée Jérémy Weinstein là, dans le chat, que j'avais, qui est fondamentale. C'est-à-dire que l'intérêt général, je te provoque, hein, entre l'intérêt climatique à long terme, l'intérêt économique des salariés et du chômage à court terme. C'est difficile de définir l'intérêt général. Tout le monde n'a pas la même notion d'intérêt général. Bah, Comment tu le définis? il est hors de question de segmenter et d'opposer les uns aux autres dans ce que tu viens de mentionner. Là, je crois que ça y est, tout le monde a compris. Je vois heureusement maintenant des rapprochements entre des défenseurs, des travailleurs, des droits sociaux et de l'environnement. Moi, j'ai toujours œuvré à ce rapprochement et je crois qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour dire qu'il ne peut pas y avoir opposition. On entend cette formule, on ne peut pas opposer ou choisir entre les fins de mois et la fin du monde. C'est une évidence. Le référentiel pour moi, intérêt général, il commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a quand même des droits fondamentaux. D'accord ? Quand on parle de la santé, de l'éducation pour tous, de tout ça, ce sont des fondamentaux. Quand on parle des services publics, intérêt général, ça va avec intérêt public, ça va avec service public. La question aussi qui reste entière, et un des biais contre lesquels il faut qu'on lutte, c'est les conflits d'intérêts entre ceux qui sont censés défendre l'intérêt général, qui ne le font peut-être pas toujours, et vice-versa. Un des biais contre lesquels il faut qu'on lutte, parce que je crois, pour répondre aussi à ta question de tout à l'heure, pour montrer l'espoir, qu'il y a deux niveaux. Il faut savoir dénoncer et s'opposer aux pratiques qui nous amènent là où on n'a pas du tout envie d'aller, et en même temps, il faut être force de proposition, et on trouvera la crête, comme ça, avec les deux. Mais dans les choses à dénoncer de façon très forte, il y a ces conflits d'intérêts et cette confusion, cette collusion qui n'a fait que grandir, qui est largement documentée, entre la sphère publique et la sphère privée. Et par exemple, il y a ce qu'on appelle les revolving doors. C'est le pantouflage. Alors ça, c'est quoi? C'est le fait que ces dernières décennies, il y a eu de plus en plus des responsables politiques qui étaient responsables d'entreprises, qui ont fait l'aller-retour, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des experts et qu'il faut interdire ça noir ou blanc. Je dis juste qu'il faut des règles pour limiter les risques de conflit d'intérêts. Et que dans l'état actuel des choses, cette zone de collusion, elle est beaucoup trop grande. Une zone grise importante. Un autre exemple, parce qu'en fait, aujourd'hui, les lobbies ne se cachent même plus. On a découvert l'année dernière que les présidences tournantes de l'Union européenne pouvaient être sponsorisées par des entreprises privées. Donc, on a découvert que la présidence de la Pologne sur le début de l'année 2019 était sponsorisée par Coca-Cola. C'est hallucinant. Donc, qu'est-ce qu'on t'a répondu à ça quand tu as été les voir? Du coup, on peut faire changer les choses parce qu'on a lancé une pétition, on a saisi la personne qui est médiatrice au niveau européen, qui du coup a fait une recommandation très forte auprès du Conseil de l'Europe pour qu'il y ait une règle, et on attend la suite, mais notre intervention a permis de mettre un coup de projecteur sur une pratique qui n'était pas connue, et tant que les choses restent dans l'ombre, elles restent dans l'impunité, donc ils ne changent pas. Mais quand, en tant que contre-pouvoir citoyen et citoyens, nous tous, on met un coup de projecteur et on demande à rendre des comptes, il y a des choses qui peuvent bouger. Donc, encore une fois, je reste optimiste, et revenant sur l'Europe, pour être clair, on a besoin d'une Europe beaucoup plus transparente, beaucoup plus démocratique, beaucoup plus sociale. On n'a pas besoin de moins d'Europe, et tout mon discours ne certainement pas dans le sens du repli sur soi. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut réinventer des solidarités, et il faut qu'on soit beaucoup plus vocaux. Il faut qu'on se manifeste, il faut qu'on agisse. Forcément, je pense à cet indignez-vous de Stéphane Hessel, mais bien sûr, indignons-nous et agissons. Alors justement, je vois que tu es chaude là, comme la braise pour t'indigner, pour essayer de lutter, de trouver des solutions. Je suis révoltée surtout. Oui, tu es révoltée, mais positivement, donc c'est super. Donc du coup, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les gens de ta communauté, de celle d'Engage? Comment on fait pour que l'intérêt général prévale? Qu'est-ce qu'on fait parce que tu dis qu'il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on fasse des choses ensemble, qu'on pèse plus. Comment on peut faire?
pour que ça avance encore plus vite. C'est ton point. Et sur le climat, par exemple, c'est fondamental. Là, moi, ce que je trouve très intéressant et pour le coup très inspirant et qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'on sent que ça vibre. On sent que ça vibre, on sent qu'il y a une ébullition même d'idées, d'envies, d'initiatives vers le mieux vivre ensemble. Et quand je lis les différentes initiatives et les différentes vibrations, je lis la même chose. On a manifestement tous envie de la même chose. De plus, il y a cette convergence. Moi, je veux dire, en fait, tous ceux qui nous battons, qui nous mobilisons, qui avons envie de proposer ce qu'on appelle le monde d'après, ça va dans le bon sens. Et on veut plus de justice sociale, de justice environnementale, de mieux vivre ensemble. Et surtout, il faut remettre les priorités à leur endroit. D'où on a accepté depuis 40 ans que l'économie et la finance guident toute notre vie. En fait, pourquoi on n'a rien fait quand les Grecs se sont pris des politiques d'austérité pendant 5 ans absolument dramatiques? Bon, ben ça, on se rend compte aujourd'hui qu'on est de moins en moins prêt à l'accepter. Et j'espère qu'on n'est plus prêt à l'accepter du tout. Et il y a plein de mouvements qui veulent proposer autre chose. Donc je pense qu'il n'est pas très compliqué de se mettre d'accord sur ce socle de ce qu'est autre chose. Après, il faut des mesures concrètes, mais elles émergent ci et là. Et on ne part pas de zéro. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'associations, de groupes, y compris de groupes politiques, qui ont déjà réfléchi à des choses. Donc, je crois que tout est là. Il faut qu'on ait une résistance forte, et je pèse mon mot de résistance. D'ailleurs, il y a eu la création du Conseil national de la nouvelle résistance. Attendons de voir ce qu'ils proposent, mais moi, je trouve ça génial. Parce que ne réinventons pas la roue non plus. Quand on dit c'est quoi l'intérêt général, le programme national de la résistance qui a été publié en 1944, il dit déjà un certain nombre de choses essentielles sur lesquelles on peut s'appuyer, et notamment qu'il faut des services publics, une liberté de la presse, etc. Donc, on peut ne pas repartir de zéro, et c'est pas grave aussi si on agit à différents niveaux, parce qu'au contraire, moi, je suis convaincue qu'il faut à la fois des initiatives locales jusqu'à l'international, en passant par tous les échelons. On crée… Je me permets de t'interrompre une seconde, parce que c'est une question qui est revenue, puis c'est la même que je voulais te poser. Entre l'échelle locale et l'échelle nationale et internationale, comment tu fais le lien? Et d'ailleurs, est-ce que Foodwatch le fait lui-même parfois en pouvant travailler sur une problématique plus territoriale en quelque sorte? Alors, non, du coup, Foodwatch ne le fait pas parce que je pense que ce serait une erreur de penser qu'une organisation, nous, on est une équipe de 6 en France, donc on ne peut évidemment pas tout faire, mais ce qu'on a déjà fait sur plusieurs campagnes et ce que on est beaucoup à encourager, et là, je pense qu'il faut qu'on mette un petit coup d'accélérateur, c'est de bien s'assurer de notre complémentarité. Et de bien… Quand j'ai bossé dans l'humanitaire, on arrive au Libéria ou en Somalie en guerre, on n'a pas le choix, on se coordonne entre associations. On se coordonne parce qu'on ne va pas être 3 à mettre de l'eau au même endroit, etc. Donc, on est obligé de faire ça. Donc, on sait faire à un moment donné si on se dit que l'agenda le plus important, c'est celui-là. C'est de se coordonner pour être complémentaires. Donc, moi, je suis convaincue qu'il faut des poches de résistance et d'éducation, mais aussi surtout de résistance et de résilience au niveau local. Et c'est génial que plein le fassent. Il y a plein d'acteurs dans le maillage français qui le font, que ça aide à la démocratie participative, et c'est génial. Et il faut aussi la ramification ensuite à tous les niveaux. Et ensuite, il faut que ça colle. Il faut que les deux soient complémentaires. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, là encore. Donc, moi, je pense qu'on est tout à fait capable d'être complémentaires. Engage, c'est aussi ça que j'aime intervenir pour Engage, Jérôme, et tu le sais, on en a parlé, c'est que c'est cette plateforme qui en plus sort un peu du clan des militants. Il faut qu'on sorte de l'entre-soi, même nous les militants d'associations. C'est très important que l'ensemble de la société civile s'engage, trouve une place pour s'engager et qu'on puisse porter ça ensemble. Donc, par le biais de ces plateformes, par la collaboration qu'on a aujourd'hui aussi. Et qui se renforce, je trouve, moi. Bien sûr. Et donc, on peut… Voilà. Et donc, on peut tout à fait, et on en est un exemple concret aujourd'hui, on peut plugger les différentes initiatives, les énergies, les points de vue, les expertises, et il faut qu'on le fasse davantage. J'ai vu fleurir, là, j'ai listé hier, il y a au moins 6 ou 7 initiatives là, différentes qui ont été lancées. De Nicolas Hulot. Il y en a plein, absolument. Voilà. Il y en a plein, en fait. Donc je crois qu'on a un rôle à essayer de se réunir au maximum pour pousser. Et pas seulement en France. Moi, je suis frappée qu'on parle si peu d'Europe aujourd'hui. Le risque de repli sur soi, il est réel. Et je suis frappée qu'on parle si peu d'Europe aujourd'hui. On en parle peu.
Ah, Oh. on en parle. Ah, Il y moi, je avait trouve, notre ministre des Affaires étrangères sur France Inter ce matin. Il y avait. non, Ah, on en parle quasiment pas. Et je vais te on dire, parle pas mal du risque de fin de l'Europe, moi, je trouve, quand même. oui, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est ce que j'appelle le repli sur soi. Mais le contenu, comment on fait pour avoir une Europe plus politique, plus Démocratique, etc. Oui. etc. On n'en parle pas. J'ai juste envie de reciter Naomi Klein parce que je suis retombée sur cette phrase qui répond tellement à la question que tu posais tout à l'heure. Elle dit la politique a horreur du vide. Si vous ne la comblez pas par de l'espoir, d'autres se chargeront d'y mettre de la peur. C'est vrai. Dans son autre bouquin qui s'appelle Dire non ne suffit plus. Eh bien, c'est ça. Dire non ne suffit plus. Il faut qu'on dise non. Il faut qu'on n'ait pas peur de documenter, de s'opposer. Parce que si le rouleau compresseur de ceux qui défendent leurs intérêts privés va continuer de creuser les inégalités et de détruire la planète, mais il faut aussi qu'on injecte de l'espoir, qu'on soit, voilà, et qu'ensemble, on avance vers autre chose. Je pense que c'est accessible, mais en revanche, il faut qu'on y aille là. On va y aller, mais c'est le moment. Il y a un moment, il y a le momentum, on va le saisir et on va y aller. Du coup, on va passer à la deuxième partie de l'émission, si tu veux bien, Karine, et on va accueillir les questions que vous avez. Donc, c'est très simple. Si vous voulez poser une question, vous levez la main, c'est-à-dire vous appuyez sur le bouton lever la main, vous ne l'avez pas évidemment physiquement. Comme ça, Laura vous ouvrira le micro. Voilà, Laura vous explique tout maintenant. Et donc, je vais commencer par prendre la question de Clémentine Baldon. Est-ce que Laura, tu aurais la grande gentillesse d'ouvrir le micro de Clémentine, c'est ça? Voilà, et comme ça, on va pouvoir Clémentine. Bonjour Clémentine, que je connais, avec qui on travaille de temps en temps. Salut, salut Karine, bonjour Jérôme. Ça marche, vous me voyez? Vous m'entendez? On t'entend. Alors, questions et réponses. Allez, on y va. Oui, question à Karine et Foodwatch, dont je connais bien les actions. Est-ce que donc là, tu es plutôt optimiste sur, je sais que tu es optimiste de manière générale, mais là, dans cette crise du Covid, est-ce que quand même tu vois dans les citoyens qui sont mobilisés auprès de Foodwatch, est-ce que vous avez plus d'adhérents? Est-ce que vraiment vous êtes optimistes tous sur le fait que là, c'est le momentum pour que ça change et notamment que la relance va aller dans le bon sens? Inch'Allah. Karine, ta réponse. Tu n'as pas le droit d'être négatif, tu te débrouilles. Non, mais en plus, enfin, je le suis pas. D'abord, chez les gens, les citoyens et les gens qui rejoignent la communauté de Foodwatch, c'est sûr, parce que les gens, justement, ils voient bien que c'est chouette de pouvoir se réapproprier les choses et agir. Après, j'ai un point de vigilance. J'allais dire, je suis optimiste aussi parce que j'ai entendu, comme vous tous, Emmanuel Macron dire « Ah, on s'est trompé sur les services publics, en tout cas l'hôpital ». Rappelons quand même que ce n'est pas la première crise qu'on a passée. C'est pour ça que je dis, moi, je suis optimiste, mais je veux qu'on ne soit pas naïf pour pas… Optimiste, vigilant. En 2008, il y a eu deux crises. Il y a eu la crise financière qu'on connaît tous. On a tous espéré que, du coup, on avait compris que le système ultralibéral, il était quand même dangereux et que ce serait bien d'en changer. Il ne s'est rien passé. Au contraire, ça a renforcé le poids des banques et des banques d'affaires en particulier. Il y a eu une deuxième crise. Il y a eu la crise alimentaire. Si vous vous rappelez, il y a eu une montée des prix, il y a eu des émeutes de la faim dans plein de pays. Et là, la Banque mondiale a dit « Oh, ça fait 50 ans qu'en fait, on s'est un peu trompé, on n'aurait pas dû. On a imposé des politiques d'ajustement structurel aux pays africains en leur demandant de réduire les dépenses des services publics, en leur demandant de réduire l'agriculture de subsistance qu'ils faisaient et en leur imposant de faire de l'agriculture d'export comme le coton. » Et 50 ans après, ils disent « Oh, oups, on ne savait pas. » Et puis après, ils ont refait des politiques d'ajustement structurel sur la Grèce et sur les autres pays européens. Alors que, soi-disant, ils avaient dit « Oh, on n'aurait pas dû, on s'est trompé avant. » Donc, ne soyons pas naïfs, il y a quand même, pour certains, et pas pour tous, je ne dis pas que toutes les entreprises, que toutes les multinationales voient à mal. Je dis juste qu'il y a globalement un rouleau compresseur, une idéologie qui est encore bien présente, bien trop présente, et il va falloir être vigilant à ne pas les laisser faire. Pour autant, bien sûr, parce qu'on n'est pas naïf, parce qu'on est bien outillé et parce qu'on a bien tous envie là, de se réapproprier la vie sociale et la protection de l'environnement et des droits de chacun, on peut. Et je sens que ça vibre. Mais ne nous faisons pas avoir et soyons vigilants et soyons forts. Merci. Merci à vous deux pour la question et la réponse. On va prendre Richard Lecourt, qui a une question. Mais c'est vrai que le printemps arabe, c'est 2 ans et demi après 2008 et c'est l'une des conséquences directes en fait de la famine. Alors, et des problèmes alimentaires. Richard, est-ce que tu es là, Richard? Richard n'apparaît pas. Si. Richard, il faut ouvrir. Si, voilà. Très bien. Oui, c'est le temps que ça se mette en place.
Très bien. Bonjour Karine, bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour. Déjà, oui, merci de me donner la parole. Ce discours est très intéressant. L'action de Foodwatch également, c'est à mon avis vital pour la planète, pour la santé de ses habitants. Et ça participe également à la défense de l'environnement dont on peut s'associer dans le développement durable aujourd'hui. Moi, j'entends, la question en fait va être simple, c'est que j'entends optimisme, j'entends conflit d'intérêts, j'entends lobby, j'entends on a besoin de plus de social, j'entends service public. Tout ça, c'est des mots très sympathiques, mais qui veulent dire corruption, tout simplement. Tous les scandales dont on voit passer, des produits pétroliers dans la nourriture des bébés, des pesticides qu'on combat depuis des années, qu'on fait des cancers, des morts qui ont été prouvés, qu'on peut chiffrer. Aujourd'hui, les gens, les lobbies, les politiques se cachent derrière des mots, plein de fleurs, conflit d'intérêts. Ah, j'ai fait un conflit d'intérêts, peut-être qu'on va me poursuivre demain. Mais avant et derrière, j'ai bien entendu, donc Karine, et ton optimisme est très louable. Quand on dit non ne suffit plus, et quand on voit des mouvements comme les Gilets jaunes, très violents, et que personne ne veut. Moi, le premier, je suis quelqu'un de pacifique. Par contre, je suis de plus en plus engagé, comme beaucoup, pour le développement durable et tout ce qu'on peut voir aujourd'hui comme stratégie RSE qui se met en place, qui d'ailleurs sont, pour moi, c'est ce qui représente l'optimisme. Mais avant d'arriver avant de laisser le pouvoir aux violents, qui vont dire il y en a marre, un peu à l'exemple des Gilets jaunes qu'on a vu dernièrement. Ta question, Richard, s'il te plaît. La question, c'est entre les deux, est-ce que des gens comme nous, pacifiques, ne peuvent pas passer à l'action au lieu d'utiliser des mots et des pétitions en faisant des procès, les class action? Pourquoi à la place des pétitions, on ne passe pas à l'action en mettant des procès sur ces gens qui sont corrompus? Super question, très précise. Karine. D'abord, c'est une très bonne idée et sache que d'ailleurs Foodwatch est en train de se battre au niveau européen pour obtenir le droit de class action européenne, ce qui n'est pas on ne peut pas se réunir entre Européens pour demander des comptes et on se bat pour ça aussi. Donc tu as raison, on l'a fait, nous on a porté plainte dans l'affaire Lactalis par exemple en France et dans deux autres dossiers. Donc bien sûr, tous les moyens non violents sont bons pour faire avancer les choses dans cette défense légitime de la santé, de l'éducation publique pour tous, de l'hôpital, d'une alimentation saine, etc. Après, sur la question de corruption, moi je pense qu'il y a deux mots-clés qui sont nos deux ennemis et contre lesquels on lutte et on doit tous continuer à lutter, c'est l'opacité et l'impunité. Je le disais tout à l'heure, tant que les responsables industriels et politiques, et juste une chose, tous les responsables politiques ne sont pas corrompus, ce n'est pas non plus du tout le sujet, je vais laisser entendre ici. Mais il y a ces zones de conflit d'intérêts et certains ne jouent pas du tout le bon jeu. Donc, il faut quand même le pointer du doigt. Mais justement, quand les responsables industriels et politiques peuvent continuer comme si de rien n'était, à avoir des pratiques qui ne vont pas du tout dans le bon sens et que personne ne leur demande des comptes et qu'ils ne sont pas obligés d'en rendre, ils vont continuer. Quand, en revanche, on documente, on met des coups de projecteur, tout d'un coup, dans le domaine public, sur des liens, des conflits d'intérêts ou des malpratiques, là on le voit nous quotidiennement dans notre combat de David contre Goliath, c'est un levier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut montrer qu'on est là, il faut montrer qu'on sait et il faut obliger à rendre des comptes et à changer les pratiques. Et ça marche, c'est quand même un talon d'Achille pour beaucoup de marques qui ont pignon sur rue, qui n'ont pas envie d'avoir un risque réputationnel et pour des responsables politiques aussi qui à un moment donné auront du mal à expliquer publiquement pourquoi ils ne prennent pas une décision pour protéger la santé des enfants, par exemple. Donc, on essaie d'œuvrer à ça, et si on est plus et de plus en plus, je pense que ça peut être des leviers. Ça ne répond pas à tout, mais ça me permet de continuer à rester optimiste. En tout cas on essaye. Delphine, je ne sais pas, Delphine tout court, est-ce que Laura, tu peux ouvrir le micro de Delphine, qui n'est pas Delphine tout court, mais Delphine. Voilà. Bonjour. Je suis partie comme ça la première fois sur Zoom parce que c'était pour une réunion de travail avec des gens que je connaissais. Non, mais c'est très bien, c'est pas du tout. Pardon. Donc, je m'appelle Delphine Vial. Merci Karine. Moi, je connaissais juste de nom votre association, mais je vais aller regarder de beaucoup plus près. Faut donner à Engage. Ouais, non, mais quand je dis je vais aller regarder, c'est une façon de le dire. Voilà, d'abord, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Je suis très admirative de ce que vous et tous les gens comme vous faites. Voilà. Moi, ma question, c'est aujourd'hui,
Je vais vous dire, pour un sujet un peu différent, ce week-end, avec des amis, on parle d'Amazon. Et moi, je dis, ben moi, Amazon, je commande pas. Ça m'arrive de temps en temps, mais j'essaie de pas commander en fait. Voilà, parce que je suis contre le modèle économique, je suis contre la façon de faire d'Amazon. Et la réponse, c'est oui, moi aussi, mais c'est quand même bien pratique. Et aujourd'hui, ma question à moi, c'est comment on fait pour pour vraiment non seulement porter à la connaissance du plus grand nombre ce qui se passe. Parce qu'on est quand même, je pense que la plupart des gens sont mal informés, soit parce qu'ils ignorent carrément les choses, soit parce qu'ils en ignorent l'ampleur. Et comment on fait en fait pour donner aux gens les moyens de se regrouper ensemble pour lutter. Parce qu'on est quand même David contre Goliath. Donc comment David devient aussi fort que Goliath par l'agglomération, je dirais, de nos forces individuelles? Bah, c'est ça, c'est la bonne question. C'est pour ça que Foodwatch a été créé, mais plein d'autres, encore une fois, pour se dire, de toute façon, seul, on ne va pas y arriver. Donc, il faut qu'on joigne nos forces. Et puis, nous, entre organisations aussi, je crois que c'est aussi le sens de ce que Jérôme a voulu créer avec Engage, pour aussi sortir et ouvrir à des gens de tous horizons. Ça fait 20 ans que j'ai ce discours aussi, même avec mes amis, je les saoule, quoi, des fois. Hein. Ils me disent, bon, c'est bon. Voilà, c'est bon, Andine, on en est au deuxième apéro, c'est bon, Karine. Bon, tant pis, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts, mais je pense qu'il faut qu'on continue d'essayer parce qu'on voit bien que ça fait son chemin. Et après, c'est le fameux papillon, c'est-à-dire que la discussion que tu vas avoir dans un dîner Delphine avec tes amis, il y en a quand même un ou deux que ça va chatouiller. Et puis alors aujourd'hui, il y a quand même un argument qui va nous aider. On peut faire la stratégie du choc en se servant de l'exemple de l'hôpital et du service public santé publique. C'est-à-dire que si on achète chez Amazon qui fait de l'évasion fiscale à tire-larigot, il va falloir expliquer avec quels impôts on finance les services publics nécessaires, y compris l'hôpital, qu'on serait bien content de trouver en meilleur ordre dans le futur que le démantèlement des services publics qu'on a vu ces dernières décennies. Et on rembourse notre future dette. En fait, les gens ne font pas forcément la connexion qu'au moment où ils commandent effectivement un truc sur Amazon, ça met en péril les ressources publiques nécessaires pour ce système de santé publique, d'éducation publique et autres qu'on a en France. Donc oui, ça passe aussi par de la pédagogie, bien sûr. Et on a un bâton de pèlerin, tous autant qu'on est. Mais ce que je vois, et ça, je dois faire écho, Jérôme, tu le disais tout à l'heure, quand même, ça bouge. Quand même, ça bouge. Et jamais assez vite, on n'est jamais assez vite. Quand même, ça bouge. Quand même, ça bouge. Et là, quand même, les gens, il y a eu un choc qui fait que même plein de gens qui s'en sentaient un petit peu plus loin de ces préoccupations sont là, quoi. Donc, je crois qu'on a une occasion à saisir. Et puis, il ne faut pas se motiver. De toute façon, est-ce qu'on a le choix? Il faut qu'on continue. Et puis essayons de trouver des moyens de connecter tout ça. Non, on n'a pas le choix, mais je voyais vous citer… Je vois un commentaire, continuons à saouler nos entourages. Je crois que de toute façon, mais merci. Désolé, on a beaucoup de questions, Delphine, donc je suis obligé de t'interrompre et de passer la parole à Théodore Valdo qui vient de lever la main. Théodore, la parole est à toi. Et après, on prendra la question de Jérémy. Théodore. Tu fais pas une fille, un gars? Là, il y a deux mecs. Et Dieu sait que je fais attention. Théodore. Bonjour Théodore. Salut, bonjour. Vous voyez, vous m'entendez? Oui, tout va bien. Super. Bon, moi j'ai été très touché par ce que j'ai entendu, ça m'a bouleversé. Puis ce qui était marrant, c'est qu'au fur et à mesure que Karine, tu parlais, j'avais à la fois mes questions et mes réponses qui arrivaient. Je me disais, mais il y a tout là-dedans. On a de quoi faire une soupe, il faut s'asseoir autour de table et puis de la manger, cette soupe, parce qu'il y a tout. Et effectivement, dans cette soupe, dans cette marmite, il y a tout. Et il y a peut-être aussi les limites de l'exercice, et t'en parlais très bien, cette espèce de don quichotisme, cette espèce de combat perdu. Et moi, il y a quelque chose qui m'a frappé vraiment, c'est qu'à un moment donné, tu as dit, quand on arrive sur une zone de guerre et qu'on met plusieurs associations pour venir aider les gens, ben là, il n'y a plus de question de parler, il n'y a plus de question d'échanger, on est dans le concret et on agit. Et c'est ça qui m'a parlé, je dirais, au milieu de toute cette soupe. C'est que je pense que, et tu vas me dire ce que tu en penses. Oui, ça positivement. Hein, tout va bien. Oui, c'est une bonne soupe, une bonne marmite, une bonne vieille marmite. Hein. Rien de mieux qu'une bonne soupe. Et une marmite quantique, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Merci, Théodore. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, effectivement, je pense il faut passer à l'action. Et passer à l'action,
c'est ce que j'appelle l'effet myriade. C'est que je pense que Engage, Alternativa, Extinction Rebellion, tous les partis, tout le monde, et à un moment donné, il faut agir. Alors, vous le faites très bien, il y a des potentiels qui montent partout, mais ça reste dans le cadre, finalement, d'une société qu'on connaît, mondialiste. Et quand ça s'agit de trop, on baisse les potards, et puis on dit, on calme un peu tout le monde. Il faut sortir du cadre. Comment? Moi, j'ai un truc à vous proposer, comme ça, j'ai envie de dire, Vas-y. eh bien, agissons. Allons dans les tiers-lieux, allons tous là, moi je suis aussi artiste et conférencier, allons, organisons-nous pour aller dans les écoles, dans les préaux, moi j'allais dans les ronds-points des Gilets jaunes, parler avec les gens, parce que c'est cet effet myriade, c'est-à-dire que si tout le monde agit, en plus de ces associations, qu'on va peut-être réellement faire bouger les choses. Bien sûr, Nous, on va être un peu dans un entre-nous, comme tu disais, tout le temps, on est bien, on est là, on est d'accord, c'est génial, mais quand on on n'est arrive… pas toujours tous d'accord. Parfois, Je suis d'accord, Antonin. Du coup, c'était une proposition et je suis très d'accord avec toi. Voilà. Alors, non, mais qu'est-ce que tu entends par je suis d'accord avec Théodore? Il faut être dans l'action. Et pour être tout à fait honnête, j'ai jamais utilisé cette image. Elle n'était pas du tout préparée. Elle m'est venue comme ça en vous parlant. Tout d'un coup, je me suis dit, mais c'est vrai, quand on est sur une mission humanitaire d'urgence, on se coordonne, quoi. On agit. Alors, Oui. je ne sais pas si le parallèle était… Avec le climat, notamment, est pas mal. Je vois que ça a fait écho chez toi, mais en tout cas, oui. Et documenter, investiguer, révéler, même aller dans les rendez-vous, pousser, etc., comme on le fait, c'est déjà agir. Mais agissons tous ensemble. Après, on ne peut pas tous être dans les ministères, donc on peut aussi soutenir des groupes et faire partie de communautés où quelques-uns agissent, mais au nom des autres. Il y a plein de façons. Mais en tout cas, oui, le mot action, on y va. Et cette histoire de gilets jaunes et de rond-point, c'est le mot rond-point qui me fait toujours, pour avoir beaucoup travaillé et vécu en Afrique. Première chose, dans un village, quand par exemple il y a une guerre ou un problème climatique et que les gens doivent fuir quand ils reviennent, la première chose qui est importante pour eux qu'ils reconstruisent, ou qu'on les aide éventuellement, mais c'est l'endroit du village où ça va être l'arbre à palabre ou le préau où on se retrouve. C'est-à-dire qu'une des choses très identifiées dans nos sociétés qui fait défaut, et c'est pour ça que même les communautés virtuelles que l'on fait, encore une fois avec Foodwatch et plein d'autres, où on dit mais attends, en fait on va se réunir, on a des choses à faire ensemble et on a envie de se serrer les coudes parce qu'on va être plus fort, c'est aussi ce lien social qui nous manque terriblement. Et c'est pour ça que je fais écho à ce que disait Clémentine tout à l'heure. Oui, on le sent que les gens ont besoin de ça. Et donc il faut qu'on soit force de proposition, tous autant qu'on est, pour dire aux gens voilà, là par exemple on peut se réunir ici, si ce sujet-là vous intéresse, l'alimentation, on peut se réunir là, si un autre sujet vous intéresse, on peut se réunir ailleurs, et on va faire en sorte de réunir les sujets par ailleurs de façon transversale pour répondre à l'ensemble de la problématique, parce que oui, tout est lié et personne ne nous obligera ni à accepter l'inacceptable, ni à devoir faire un choix entre la planète et les droits sociaux. Personne, ma chère Perrine, tu m'entends? Personne. Et on va prendre du coup, merci Théodore, la question de Jérémy Weinstein. On va être obligé de prendre des questions assez courtes et des réponses assez courtes. Il y a encore 2-3 questions que j'aimerais prendre avant que l'on soit obligé, malheureusement, de nous quitter. Jérémy. Jérémy. Est-ce qu'il est là, Jérémy? Est-ce qu'il arrive? Oui, je le vois apparaître avec son green data. Il est là. Allô, bonjour. Question, Jérémy. Alors, moi ma question, elle portait sur la méthode. Donc, moi, j'ai entendu le discours du choc. J'ai entendu beaucoup de discours d'opposition, en fait. Intéressant, hein, les lobbying, et puis nous, un discours quand même assez on est les gentils contre les méchants. Moi, j'aime pas trop ça. Hein. Allez, Jérémy, pose ta question. Bon, moi, ça fait longtemps que je travaille dans l'agriculture et je me rends compte qu'en fait, un des vrais problèmes de faire bouger les choses, c'est le manque total de collaboration entre les groupes. Ils sont très dans l'entre-soi. Les agriculteurs sont très dans l'entre-soi, les ONG sont très dans l'entre-soi. Il y a très, très peu de liens entre l'associatif et l'agriculture. Et l'exemple que tu citais sur l'UIPP est un bon exemple. L'UIPP, vu des agriculteurs, c'est un certain type d'association. Vu de la part des ONG, c'est le grand Satan. Et donc, la question que je me pose, moi, j'ai adopté une démarche qui est radicalement inverse de celle des ONG, puisque je collabore en fait avec les salauds et j'essaye de les faire évoluer.
Donc, c'est Des un salauds, modèle, déjà, on essaye de faire évoluer. On n'a voilà, pas c'est un modèle de collaboration, c'est un modèle pédagogique, c'est un modèle d'éducation, et c'est surtout un modèle qui reconnaît la complexité des problèmes, parce que le sujet des pesticides est un problème très compliqué, qui touche les revenus, qui touche la santé publique, qui touche la résilience alimentaire, etc. Le glyphosate est un autre sujet sur lequel, personnellement, j'ai eu un vrai point de rupture avec tout le monde associatif, à cause d'un manque de discussion totale sur le sujet, et par le fait que c'est quand même, ça a des vertus extraordinaires pour l'agroécologie. Bref, je voulais avoir ton point de vue là-dessus, sur la méthode. La méthode. Merci, Jérémy. Tu as raison, Jérémy, et merci de me donner l'occasion de clarifier si j'ai donné l'impression qu'on voulait parler à personne, parce que c'est tout le contraire. Déjà, personne ne nous obligera non plus à pointer du doigt les agriculteurs et à opposer défenseurs de l'environnement et agriculteurs. Nous, on a toujours dit que les agriculteurs, il faut les accompagner. C'est eux les premières victimes d'un certain nombre de dérives du système et de pesticides. Et il n'est pas question d'imposer des changements, y compris des interdictions de pesticides, sans les accompagner. Donc ça, ce serait parfaitement idiot. Et tu as raison de rappeler que tout ça est souvent complexe. Pour autant, quand on demande l'interdiction d'additifs qui sont reconnus scientifiquement comme dangereux pour la santé, ou en tout cas que des risques crédibles sont pointés du doigt, et tant qu'on a un principe de précaution, et c'est tant mieux dans les traités européens et dans la Constitution française, moi, je me sens, avec l'équipe de Foodwatch, parfaitement légitime et droite dans mes bottes, sans me prendre pour la gentille face aux méchants, de demander à ce que ce soit interdit pour défendre la santé publique. Donc, en fait, tous les combats sur lesquels on est, et je vous invite à aller voir sur notre site, mais se battre contre le CETA, se battre contre des produits dangereux pour la santé qui devraient être exclus de notre alimentation, c'est pas être gentil, c'est défendre un truc qui devrait être évident, et c'est assez triste qu'on doive se battre pour l'obtenir. Donc, j'ai pas de jugement moral, j'oppose juste ce qui est de l'ordre de l'intérêt général, et moi je me fais fort avec l'équipe et beaucoup d'autres de défendre plutôt l'intérêt général, et encore une fois c'est sur du factuel et des faits. Sur le fait de parler aux autres, c'est essentiel. Il y a eu les états généraux de l'alimentation en 2017 de mémoire que Macron a lancé quand il est arrivé. Alors que franchement, on est une toute petite équipe. On a participé avec beaucoup d'autres associations dans le même cas avec des petites équipes. On a participé à énormément d'ateliers et de discussions. Et c'était utile parce qu'il y avait justement les agriculteurs, les entreprises, les producteurs. Il y avait Nestlé, il y avait les distributeurs, il y avait tout ce monde-là. Et d'ailleurs, on est en dialogue avec eux. Tout le monde vous dira, à commencer par eux, je parle aux responsables de Nestlé, je parle aux responsables de Danone. On était en échange avec les distributeurs la semaine dernière sur les changements de produits qu'ils font pendant la crise. Donc, bien sûr que ce dialogue est essentiel, mais il y a un moment où, quand on a factuellement un droit fondamental, à commencer par la santé publique, qui n'est pas respecté alors qu'il devrait l'être par les autorités et certains responsables industriels, alors oui, je me sens tout à fait légitime de les pointer du doigt, et ce n'est pas une supériorité morale, c'est un besoin de changer. Et je suis très ouverte au dialogue tant qu'ils veulent bien aller dans le bon sens. Et certains bougent et c'est tant mieux, mais c'est bien le but. Donc on est constructif, mais il ne faut pas lâcher. Et c'est toujours cette crête entre la confrontation non violente, mais pour faire changer les choses, et l'ouverture au dialogue, bien sûr, et cette approche constructive et non violente. Merci Karine, merci Jérémy. Pardon, ce n'était pas très court, mais c'était un point super important. Bon, on va devoir bientôt clôturer. J'aimerais t'entendre sur deux choses, Karine. Déjà, j'aimerais que tu nous dises dans quel futur désirable, ou même présent désirable, aujourd'hui ou demain, en fait, tu aimerais évoluer. Ça veut dire quoi pour toi, cette notion-là? Quelle est la société dans laquelle tu as envie de vivre? Ouais, pour le coup, là, je vais être un peu général, mais oui, un mieux vivre ensemble, où il y a plus de liens sociaux, où il y a plus de respect mutuel, et puis surtout, où c'est une évidence que les droits fondamentaux sont protégés. Sont prioritaires, ouais. Et gérés avec un peu plus de démocratie participative. On se réapproprie les choses aussi, mais là, aujourd'hui, ce qui me révolte, c'est de devoir se battre sur tout, même sur des trucs qui devraient être une évidence pour nous tous, quoi. Et surtout en France et en Europe, c'est-à-dire qu'il y a quand même des pays où ils ont beaucoup moins le choix. Nous, ça va. Si on voulait vraiment, on a tous les ingrédients pour que ça aille bien. Donc c'est d'autant plus aberrant et d'autant plus inacceptable. Et on t'a demandé, évidemment, de choisir une œuvre d'art. Est-ce que, Laura, tu aurais la gentillesse de nous passer l'œuvre d'art qu'a choisie Karine? Et Karine, quelle est-elle? Moi, je le sais, mais quelle est-elle et pourquoi tu l'as choisie? Alors, c'est L'homme qui jette des fleurs. Et comme ça se voit. Et en fait, c'est un dessin de Banksy, que certains d'entre vous connaissent peut-être.
qui donc est un graffeur, donc c'est du street art. Et ce que j'aime beaucoup, c'est d'abord cette notion de street art, et en plus Banksy il est assez engagé, et la notion que justement à travers simplement un dessin dans une ville, dans un endroit, on peut faire passer un message politique très très fort. Bien sûr, ce dessin, pour moi, il illustre le fait qu'il faut se battre, au sens où voilà, on ne peut pas laisser faire, quoi. Donc, faut y aller, il faut avoir cette détermination, cette position aussi d'être prêt à aller dans cette confrontation-là pour faire bouger les choses, mais de façon constructive. Et je suis profondément convaincue qu'on sera d'autant plus efficace en défendant nos propres valeurs et celles de la non-violence et du respect les uns des autres. Donc cette attitude de quelqu'un qui veut défendre et puis en découdre, mais avec le bouquet de fleurs, je trouve, illustre tout à fait les propos, puisque j'ai essayé d'échanger avec vous aujourd'hui. Il y a aussi Cartooning for Peace, je voulais le mentionner. J'avais pensé d'abord les mettre eux en avant, qui est une super initiative, parce que là encore, Cartooning for Peace, c'est plein de dessinateurs dans le monde entier. Et puis j'étais au Liban, à Beyrouth, à Noël. C'était incroyable avec cette révolution, cette insurrection de la société civile non violente, et tous les dessins qu'il y avait partout, là encore, de street art, et Cartooning for Peace, ça fait avancer les choses de façon non violente et de façon hyper symbolique, parfois juste avec des dessins. Donc, la conscience, faire évoluer les consciences. Il faudrait qu'on invente Cartooning for Change, ce qu'on avait dit. Oui, tu avais dit, du coup, on va lancer Cartooning for Change, voilà. Mais très bien, pourquoi pas. Faut le faire maintenant, c'est du boulot. Mais voilà, oui, effectivement. Alors moi, je ne sais pas dessiner, je te le dis, ne sois pas déçu, mais en revanche, l'initiative me paraît bonne. On va mettre peut-être une petite émotion par un trait. Trêve de plaisanterie, merci infiniment, Karine, d'avoir passé 1 heure avec nous, avec la communauté, avec tous ceux qui ont assisté. Il y a eu énormément de questions, donc ton propos était passionnant, riche, non caricatural, ouvert, et c'est ça que je trouve très intéressant, parce que tu ne dis pas beaucoup, mais tu passes aussi beaucoup de temps à discuter avec les entreprises, à discuter avec ceux qui prennent des décisions, et tu n'es pas dans un rapport trop caricatural et simplement d'opposition. Vous dire quoi? Vous avez été très nombreux à nous répondre à notre étude que l'on a fait la semaine dernière pour savoir quel sujet on allait traiter. Donc, je vous ai répondu, il y aura 2 saisons en juin et en juillet. En attendant, 2 choses. 1, vous pouvez… Foodwatch est une organisation qui vit de ses dons pour rester totalement indépendante. Il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas de subvention d'État. Donc, je vous invite à aller sur le site de Foodwatch. C'est quoi, foodwatch.org? Foodwatch.fr. Pour donner. Pour soutenir cette initiative qui est magnifique et très utile. Vous pouvez aller sur le site d'Engage aussi. On a fait des appels, mais tout ce qu'on organise là, les Engage Calls, la plateforme, tout ça, c'est financé sur l'association Les Engagés et qui n'a aucune ressource, aussi pareil. Donc, si vous voulez nous soutenir, ce serait absolument génial et nécessaire. Et en attendant, ceux qui veulent passer à l'intelligence collective dans des petites salles de 6-7 personnes pour réfléchir, évidemment toujours sur Zoom, à ce que l'on peut faire, à la façon dont on peut agir pour mettre cette stratégie du choc finalement au service de l'intérêt général, autant de l'après-Covid, autant du numérique, etc. Eh bien, c'est tout de suite. Laura, tu peux peut-être nous repartager le lien, mais il est déjà fait. Voilà, intelligence collective. Si vous n'êtes pas inscrit, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même y aller. Vous allez taper sur le lien zoom.us blablabla que vous voyez inscrire dans la discussion. Et comme ça, on pourra s'y retrouver dans 1 minute. Il est 18h59 et 47 secondes. Il est temps de passer à la 2e partie. Merci infiniment à tous d'avoir participé. Merci à tous. Merci à toi, Karine, pour ton message limpide et utile. Et je vous embrasse tous et à très bientôt. Salut. À bientôt.